Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal télévisé. Nos excuses pour ce léger retard. Un plaisir de vous retrouver et de vous accompagner pour cette nouvelle semaine à la une ce lundi. Opération coup de poing des douanes ce matin. Aéroport, centre de tri, route, objectif traquer contrefaçon, drogues et armes alors que 400 colis sont contrôlés chaque jour en cette période de fête. En place depuis 2021, la préparation au permis de conduire proposée par le CFPA inquiète les auto-écoles. Le pays ambitionne de passer de 40 à 400 candidats aidés, soit autant de clients en moins pour les professionnels du secteur. Des élus de l'Assemblée s'emparent de la problématique du logement et de l'accession à la propriété. Le rapport de cette commission d'enquête liste une trentaine de préconisations. On en parlera en détail avec le représentant du Tabini Huiratira à l'Assemblée, Temat Eilegaye, qui est notre invité. Plus de 2 jours après le passage destructeur du cyclone Chido, la solidarité s'organise tant bien que mal à Mayotte. Des renforts sont attendus sur place. On fait le point dans cette édition. Pas de vacances pour les douanes, surtout en période de fête. Ce matin, les agents étaient partout, sur le tarmac de l'aéroport, au centre de tri de Farirata et même sur les routes. Avec le pic d'activité, ils inspectent jusqu'à 400 colis par jour pour traquer contrefaçon, drogues et armes. Rien n'est censé échapper à leur vigilance. Thomas Chabrol, Mériteato. Le fret postal sous surveillance. Chaque jour, les agents des douanes opèrent des contrôles de ces colis transportés par voie aérienne. Depuis l'an dernier, les équipes cynophiles augmentent la fréquence de leur passage au centre de tri postal. Le flair des chiens est un atout pour déceler les marchandises prohibées, paca, ice et autres drogues. On est de plus en plus présent sur ce vecteur-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de marchandises de fraude qui arrivent par le vecteur du fret postal. On peut être amené également à trouver des nouveaux produits de synthèse, des dérivés à partir de produits chimiques. Il va y avoir des nouveaux produits qui vont arriver sur le territoire. À l'approche des fêtes, le flux des marchandises importées grimpe à près de 2000 colis par jour. Si seuls 5 à 10% des marchandises sont contrôlées, l'expérience des douaniers entre en compte pour intercepter les paquets et les lettres suspectes. Palpation, provenance ou numéro de boîte postale, de nombreux indices peuvent conduire à une inspection plus poussée, à commencer par les rayons X. Donc c'est pour ça que quelquefois, il faut non seulement ouvrir les colis, mais il faut même ouvrir parfois les objets. Il y a des fois il faut les démonter ou même les casser. Si au rayon X on voit une coloration qui indique par exemple une présence possible de stupéfiants dans un objet et qu'on ne puisse pas le démonter, il est parfois nécessaire, oui, de le casser. Ce matin, 290 colis ont été ouverts, 37 sont passés au rayon X. Aucune infraction n'a été relevée cette fois-ci, mais les douaniers font parfois de grosses prises. Au mois d'octobre, ils avaient mis la main sur 3200 timbres de LSD, des drogues de synthèse potentiellement dangereuses, d'où le port de gants. Moi, il m'est arrivé par exemple d'ouvrir une enveloppe la semaine dernière, j'ouvre et les stupéfiants étaient en poudre, se sont répandus partout, voilà. Donc effectivement, il faut tout le temps avoir des gants et quand on est sûr que c'est des stupes, on met notre masque. Les agents des douanes veillent aussi le long des routes pour contrôler les usagers et l'intérieur des véhicules. Ce matin, ils ont récupéré 1,4 g de cannabis et une bubble d'ice. Le contrôle routier que vous venez de voir, c'est de la recherche de marchandises soumises à justificatif, et notamment des prohibitions, peu importe, même des contrefaçons, on peut aussi en trouver, des armes. Depuis le début de l'année, 8,5 kg d'ice ont été saisis et 200 kg de paca sur l'ensemble du territoire. Les douanes ont également retiré du marché 5000 pièces de contrefaçon. Il n'y a pas que les douaniers sur nos routes, mais aussi les apprentis conducteurs. La formation au permis de conduire du CFPA commence à faire grincer des dents du côté des auto-écoles, car en 2025, le pays prévoit de multiplier par 10 le nombre de candidats et donc de rogner les parts de marché des auto-écoles. Les précisions de Nicolas Pérez et Heymanu Manoutei. L'arrivée de la préparation au permis de conduire au CFPA en 2021 n'avait pas suscité d'inquiétude du côté des auto-écoles. 3 ans plus tard, son ambition de multiplier par 10 le nombre de candidats en 2025 n'est pas vue d'un bon œil par le secteur privé. Jusqu'à présent, ça nous faisait peu de tort, mais comme le CFPA déploie un grand dispositif, ça va commencer à devenir difficile puisqu'ils vont puiser dans notre vivier de clientèle. Les représentants dénoncent notamment la différence de coûts par candidat entre le secteur privé
et le centre de formation financé par des fonds publics. Pour une formation qui coûte environ 250 000 francs chez nous entre code et conduite, et encore on compte large, on prend une belle enveloppe, on est à 850 000 francs par le CFPA. Un écart que le directeur du CFPA explique par les besoins en investissement matériel et humain. Il doit être plus cher puisqu'en effet j'ai beaucoup plus de véhicules, puisque j'ai 7 formateurs maintenant, enfin 7 enseignants de la conduite. Moi, je les appelle des formateurs puisqu'ils remplissent le statut d'instructeur de formation. Et en effet, bien entendu, ne serait-ce que pour le lancement du projet, il a bien fallu investir initialement les bâtiments, mettre en place les moyens pédagogiques. Et grâce au plan de relance que l'on a eu, eh bien, on a pu mettre en place, ce qui n'existe pas ici, les simulateurs. Le CFPA évoque aussi les besoins d'un public qui nécessite un accompagnement plus soutenu. Une des principales difficultés, c'est la compréhension de nos stagiaires à comprendre une diapositive, comprendre une situation. Et à partir de là, eh bien, nos formateurs sont en train de mettre en place des outils pédagogiques spécifiques puisqu'on forme au code pendant 70 heures et à la conduite pendant 35 heures minimum. Autre argument évoqué, les taux de réussite. Les représentants des auto-écoles défendent un taux de réussite de 100%, contre 51% pour le CFPA. Un chiffre que la ministre en charge de la formation professionnelle relativise. Si effectivement on a un taux de réussite de 51% au niveau du CFPA, au niveau des auto-écoles, c'est 15% pour les permis aidés qui a été financé par la DTT. Déjà en difficulté, les professionnels du secteur prédisent une baisse de leur activité d'environ 20% en 2025. Si un tel dispositif était maintenu, ils craignent des dépôts de bilan. Pendant 5 mois, des élus de l'Assemblée se sont penchés sur les prix dans les secteurs de la construction, de l'immobilier et de la location. Les résultats de cette commission d'enquête sont désormais connus et une trentaine de préconisations ont été émises. Avant d'en discuter avec notre invité Temataï Le Gaïk, voyez ce reportage d'Emma Mathieu. Difficulté d'accéder à un logement, insuffisance de l'offre par rapport à la demande ou encore hausse des coûts des matériaux de construction. C'est à partir de ces constats que les élus de l'Assemblée ont lancé une commission d'enquête en juillet 2024. Son rapport avec 31 recommandations a été présenté à l'Assemblée jeudi dernier. L'état des lieux est sans surprise. 57,6% des terres privées en Polynésie sont en indivision. Leur exploitation ou vente est difficile, ce qui limite l'offre de terrains constructibles. Dans le parc de logements actuel, plus de 25% des logements urbains sont jugés indignes. Les loyers, eux, explosent et sont bien au-dessus des revenus de nombreux ménages. À Papeete, une maison F3 coûte en moyenne 243 000 francs par mois. Un logement similaire à Papara avoisine les 162 000 francs. La commission d'enquête insiste donc sur la nécessité de développer les zones rurales pour désenclaver les zones urbaines et réduire la pression immobilière. En parallèle, l'essor des meublés touristiques comme les Airbnb appauvrit l'offre de logements disponibles à la location longue durée. Enfin, la construction de logements abordables est également freinée par les coûts des matériaux de construction. Ils sont en hausse de 26% depuis 2020. Face à ces difficultés, la Commission propose des mesures. D'abord, réguler le marché locatif en plafonnant les loyers dans certaines zones et en encadrant la location touristique. Ensuite, simplifier les démarches administratives pour l'accès aux aides au logement, mais aussi encourager la rénovation des logements vacants. Les élus proposent également de renforcer la production locale de matériaux de construction pour réduire la dépense aux importations et maîtriser les coûts. Selon les élus, les conclusions du rapport de la commission d'enquête pourraient permettre de faciliter l'accès à un logement décent et abordable. Le gouvernement Broderson dispose désormais d'un nouvel outil d'aide à la décision. Encore faut-il que ces 31 recommandations soient réellement prises en compte. Les freins, mais aussi les leviers pour faciliter l'accès à la propriété et au logement, on en parle avec vous, Temataï Le Gaïk, représentant du Tavini Wiratira à l'Assemblée. Yorana. Alors, on vient de voir une synthèse du rapport de la commission d'enquête, 31 préconisations, des chiffres que l'on connaît déjà. L'étape suivante, quelle est-elle ? Merci beaucoup de m'inviter pour ce sujet, pour le rendre visible. Comme ça a été rappelé dans votre sujet, ou comme tu l'as rappelé, c'est une problématique que tout le monde connaît. Et ce que je retiens dans un premier temps de l'ensemble des discussions que nous avons eues avec l'ensemble des acteurs économiques, c'est qu'il y a
un consensus, à part 2-3 acteurs, mais des soixantaines de personnes qu'on a rencontrées, il y a un consensus pour dire qu'il y a une inflation, une spéculation sur l'immobilier et que cette spéculation n'est pas justifiée. Et je pense que lorsqu'on a un ensemble d'acteurs qui sont en consensus d'accord avec plus de réglementation, plus de régulation et plus de soutien, ça permet au gouvernement, dans l'application de ces nouvelles mesures, d'être dans un terreau favorable à de la réforme et certaines mesures qui doivent être des mesures qui relèvent du courage politique. Justement, des mesures, des préconisations parmi lesquelles certaines mesures sont déjà dans les tuyaux et sont même annoncées pour 2025 et 2026. D'autres font déjà l'objet de débats. Je parle par exemple des mesures envisagées pour réguler le marché immobilier. On pense au Airbnb. La majorité est-elle en phase sur ces dossiers? La difficulté du Airbnb, c'est que alors son effervescence, il faut être très transparent avec, a permis à contribuer à l'inflation sur l'immobilier, que ce soit dans la location, puisque beaucoup de logements qui étaient dans la location longue durée sont passés à la location saisonnière, et ça a aussi spéculé le marché de la vente, car beaucoup ont acheté des biens pour ensuite en faire un business par le biais du Airbnb. Et le défi que nous avons, c'est que le secteur du tourisme est un secteur qui bénéficie largement du revirement vers le Airbnb, mais aussi que ça a permis de démocratiser le Airbnb et beaucoup de ménages de classe moyenne bénéficient des ressources liées au Airbnb. Donc, dans le rapport, nous préconisons de réglementer fiscalement le Airbnb, mais à côté, de rendre beaucoup plus sexy, beaucoup plus accessible la location longue durée. Vous cherchez un équilibre? Oui, parce que on le voit dans chaque secteur, si on ne le fait pas en consensus avec tous les acteurs économiques, et si on ne le fait pas dans une vision plus globale, on ne va pas réussir à mettre tout le monde d'accord. Je prends l'exemple du prêt à taux zéro. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de mesures qui ont été mises en place par le gouvernement ou qui sont mises en place par le gouvernement pour contribuer à la rénovation du parc existant ou à l'achat de biens immobiliers. Que ce soit la diminution des taux d'enregistrement, que ce soit le doublement de l'aide à l'investissement des ménages qui passe de 300 à 600 millions, ou que ce soit le prêt à taux zéro, toutes ces mesures permettent l'accession à la propriété à condition qu'il n'y ait pas une inflation des prix de l'immobilier. C'est la raison pour laquelle il faut réguler et statuer sur des prix plafonds des biens immobiliers à la location ou à la vente. Sinon, on a beau aider, si à côté ça augmente, ça ne servira à rien. Un travail qui reste à faire. Autre préconisation avant de changer de sujet, regrouper les portefeuilles du logement, foncier et aménagement au sein d'un ministère dédié. Aura-t-on prochainement un ministre dédié? Oui, c'est une mesure symbolique parce que c'est un secteur qui a été en difficulté depuis 2023. Le président du pays, je pense, à plusieurs reprises ces derniers mois, nous a assuré qu'en janvier prochain, nous allons avoir un nouveau ministre du logement qui va s'occuper que de ça. Et je pense qu'on est rassuré sur ce côté. Il y a déjà des noms qui sortent? Oui, je pense que le président du pays avait statué sur un jeune cadre polynésien. Je pense que c'est une bonne solution. Thématé, vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant, mais avant, l'opposition revient à la charge pour dénoncer le budget 2025 du pays, voté jeudi dernier à l'Assemblée. À l'occasion d'une conférence de presse, le Tapuraï Ahireya Purinitia sont revenus sur les insuffisances de ce budget. Autre sujet abordé, celui de la décolonisation. L'opposition a rappelé l'importance d'une consultation populaire sur ce sujet de société, consultation qui figurait au programme du Tavernier pour les territoriales. On écoute Edouard Fritsch et Nui Haolouré s'exprime au micro de Sophie Guébel et Emma Mathieu. Ça fait le deuxième budget qui est présenté à l'Assemblée. Aucune mesure n'est présentée sur le pouvoir d'achat. En quoi les familles se sentent-elles beaucoup plus armées pour faire face au niveau du coût de la vie dans ce pays ? Aucune mesure n'est prise. On vient vous parler des 1% de la PSG, on vient vous parler du droit d'enregistrement des terres, de l'impôt foncier, mais c'est quoi le problème aujourd'hui? Le problème, il est dans les supermarchés, il est dans les magasins. Les familles sont dans la misère, ils ont de véritables difficultés et c'est parce qu'on n'apporte rien de plus à ces familles pour pouvoir faire face. Sur cette résolution où le président de l'Assemblée demande à engager des discussions avec
avec l'État sur le processus de décolonisation. Nous ne sommes pas opposés à cette demande. Nous demandons seulement à ce qu'il y ait un référendum sur le sujet et que la population soit questionnée, puisque cette thématique n'était pas une thématique de campagne. Pendant la campagne électorale, le Tavini lui-même a dit que la question, ce n'était pas l'indépendance ou l'autonomie. Là, maintenant, le président de l'Assemblée met ce sujet sur la table et pour nous, c'est essentiel de passer par la consultation populaire préalablement. Timotei Le Gaïc, un budget injuste, inefficace et inquiétant pour l'avenir, et je cite l'opposition. Vos actions, vos orientations répondent-elles aux attentes, aux urgences de la population, selon vous? En fait, je pense que la manière dont c'est tourné n'est pas favorable à des responsables politiques responsables. Lorsqu'on entend le président du Tapura Huirattira, qui a été président de notre pays pendant 10 ans, il nous incite à penser que le gouvernement peut donner des aides, des chèques à tout le monde pour les aider à consommer. Aujourd'hui, si on veut avoir une vision responsable de l'accès aux produits de première nécessité ou du coût de la vie, il faut qu'on attaque le fond du problème. Et c'est quoi le fond du problème? C'est des monopoles qui sont trop persistants dans le commerce. C'est des surmarges qu'on n'arrive pas à contrôler. Des exonérations sur certains produits qui, en finalité, ne sont pas impactés sur le produit au détail. Et l'ensemble de cette réglementation, qui n'a jamais été réformée, même pire, le gouvernement précédent a accepté une loi qui permet l'exclusivité, c'est-à-dire que quand moi je veux importer un produit, personne d'autre sur le territoire ne peut importer, et s'il souhaite vendre ce produit, il ne passe que par moi. C'est le gouvernement précédent qui a favorisé des positions de monopole, aujourd'hui, qui ne peut pas être modifié par donner des chèques à tout le monde pour permettre à tout le monde de pouvoir consommer. Si on veut avoir une attitude responsable et à long terme, c'est les positions de monopole que nous devons déstructurer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui contre les monopoles alors? Que proposez-vous? Dès mercredi, il y a une loi de pays qui est proposée par le gouvernement sur le cadrage de la marge à partir du moment où ce produit est exonéré. Je prends un exemple. Les livres dans notre pays, les livres sont extrêmement chers et pourtant, ces livres bénéficient d'exonération fiscale pour aider à l'importation de ces livres. Demain, grâce à cette loi, ces livres, par exemple, les commerçants qui vendent des livres auront obligation de répercuter l'exonération fiscale qu'ils ont bénéficiée pour que le produit in fine soit moins cher. Et on a plein de produits, les panneaux photovoltaïques à des marges de 300% par exemple, il y a plein de produits de ce type, les serviettes hygiéniques qu'on a mis en produit PPN parce qu'il y avait des marges de 200%, c'est uniquement par la réglementation qu'on pourra aider à long terme. Aujourd'hui, à court terme, je vois une loi qui a été positionnée au CESEC par le pays, soutenue par la CPS pour aider nos retraités à hauteur de 26 000 francs. C'est une aide directe, one shot, une seule fois. Je pense que c'est une bonne chose parce que les retraités ont été les grands oubliés de ces dernières années. Mais à long terme, ce n'est pas des aides one-shot qu'il nous faut. Il nous faut du courage politique, comme pour la réglementation sur l'immobilier, pour pouvoir faire bénéficier à long terme les futures générations. Tel est votre positionnement. Merci Timotei Le Gaïc. Nous sommes contraints par le temps. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. On dépasse nos frontières, mais on reste dans les Outre-mer. Plus de 2 jours après le passage meurtrier du cyclone Chido, le département français le plus pauvre, Mayotte, est dévasté. Impossible d'établir un bilan humain, mais les autorités estiment à des centaines, voire des milliers de morts. Sur place, les infrastructures aéroportuaires et hospitalières sont endommagées. La solidarité s'organise difficilement pour acheminer des moyens humains et matériels. Le reportage sur des images AFP. À la base aérienne d'Orléans-Brissy, un A400M chargé de matériel et de dizaines de sapeurs-sauveteurs décolle en direction de Mayotte. Au moins 14 morts ont été officiellement déclarés, mais le bilan s'annonce beaucoup plus lourd. Un recensement précis sera effectué une fois les routes dégagées, une tâche compliquée, d'autant que les rites musulmans locaux imposent d'enterrer les défunts dans les 24 heures suivant leur décès. Ne me demandez pas de bilan, je serais bien incapable de me projeter pour vous donner de quelconques chiffres pour l'instant. En tout cas, il est clair que l'île est totalement dévastée. Pour l'heure, l'archipel est plongé dans le chaos. L'eau et la nourriture manquent et des pillages sont redoutés. L'urgence consiste donc à répondre aux besoins vitaux de la population. Il y en a 3 qui sont vraiment absolument essentiels et vitaux.
le besoin en eau et le besoin en nourriture. Progressivement, les usines, il y en a 6, mais au moment où je vous parle, l'usine de dessalement a été remise en route à Petite Terre. Petit à petit, sous 48 heures, ces usines de traitement de l'eau potable fonctionneront à peu près à hauteur de 50% de leur capacité. Et d'ici une semaine, le préfet de Mayotte nous indiquait ce soir qu'on pourrait même atteindre 95%. Les infrastructures critiques, hôpital, aéroports, télécommunications sont aussi lourdement impactées. La réouverture du trafic aérien nocturne est envisagée dans les prochains jours, ce qui permettra l'acheminement de moyens supplémentaires. Au total, le renfort de 1500 personnels civils et militaires est attendu sur place. Le président français, Emmanuel Macron, se rendra également à Mayotte dans les prochains jours. Un deuil national sera décrété. Et puis ces quelques mots en hommage à une figure du monde associatif. Stéphane Alarcon est décédé ce dimanche d'une crise cardiaque à Nokuhiva. Infirmier et bras droit de l'accueil TVIT, il était particulièrement impliqué auprès des personnes sans abri. Stéphane Alarcon a marqué les esprits par son dévouement, sa bienveillance et sa joie de vivre. Une messe a été dite hier à la cathédrale de Papeete et une messe de recueillement se tient actuellement à l'hôpital de Taiouhae. Direction les Raromatei avant de se quitter. Top départ de la Toamoa, 13e édition à Huahine. 700 athlètes vont s'affronter dans des compétitions de sport traditionnels et modernes. 4 des 5 archipels y sont représentés cette année. La cérémonie d'ouverture s'est tenue hier. On écoute tout de suite l'organisateur Mweho Kolombani et la ministre des Sports Nahima Temari. Ils sont au micro d'Oscar Tereopa. On bat son plein avec une forte participation encore de toutes les îles de la Polynésie et une particularité de Tuamotu, nous avons la présence de Hao et une petite délégation aussi des Australes et sans oublier Tahiti qui vient en masse et, comme tous les ans avec Raromatei. Je suis juste époustouflée, 700 participants, 700 athlètes, c'est énorme. Au moment où on parle, pour des budgets différents, on organise les Jeux des Marquises et là, à Huahine, pour la Toamoa, on célèbre la 13e édition. Donc juste merci du fond du cœur et bravo aux fondateurs. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au programme ce soir, 2 nouveaux épisodes de la série HPI, suivi d'un nouveau numéro d'enquête exclusive. Excellente soirée à tous. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.